18h20, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités. On évoque cette visite d'État extrêmement importante d'Emmanuel Macron au Maroc avec une délégation extrêmement fournie, plus de 130 personnes qui accompagnent Emmanuel Macron dans les rues marocaines. On l'a vu en compagnie du roi avec tous les honneurs réservés encore une fois à cette visite officielle. Il y a des sujets extrêmement importants qui sont évoqués, enjeux commerciaux, il y a des contrats qui sont signés. Enjeu sur l'immigration, on va écouter le président de la République là-dessus, et après on parlera des à côté, de ce qui se passe aussi en coulisses et de qui forme cette délégation. D'abord on écoute le président français sur les enjeux de l'immigration. Ce doit être avant tout un espace ordonné, dont chacun des partenaires accepte d'être le garant, avec respect et engagement. Je pense à l'immigration illégale et à la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire. Chacun voit bien que cette question est aussi une question de confiance réciproque. Elle constitue pour beaucoup de Français une attente des plus fortes. Nous avons besoin de davantage encore de résultats. Je pense aussi à notre partenariat en matière de sécurité, de lutte contre les trafics de toute nature qui minent nos sociétés et menacent nos États. Lutte contre le terrorisme aussi, qui doit continuer de nous unir inlassablement. Lutte contre la criminalité organisée et en particulier contre le narcotrafic qui gangrène nos territoires et nécessite une coopération judiciaire très étroite et encore plus rapide. Louis Dragnel, là ce sont des enjeux extrêmement précis, immigration, lutte contre le narcotrafic. Il n'y a pas véritablement d'objectif chiffré dans ce que vient de dire le président Macron. Oui, alors c'est précis, mais en fait c'est d'un vague, voilà. C'est très conceptuel. Oui, il est pour la paix contre la guerre, donc il est pour que ça s'améliore, pour que tout le monde travaille intelligemment. Tout le monde peut dire ça. Ensuite, moi, ce qui nous intéresse tous, c'est de savoir en coulisses ce qui s'est négocié. Est-ce que quelque chose s'est négocié? Oui. Bruno Retailleau est en train de négocier. Il devait faire une déclaration conjointe. Ça devrait être d'ici une quarantaine de minutes. Voilà, donc on attend ça avec impatience et puis on va voir s'il y a des éléments précis. C'est assez rare. Mais est-ce que ça fonctionne bien avec le Maroc? Est-ce qu'on arrive à avoir des laissez-passer consulaires pour expulser les clandestins? Oui ou non? Globalement, on a eu moins de 1000 laissez-passer consulaires pour toute l'année 2024. Donc c'est assez faible par rapport au nombre de clandestins qu'on cherche à expulser. Mais tout ça est lié. Alors oui, la coopération fonctionne mal. C'est lié aussi à la brouille majeure politique entre les deux pays. Dont nous sortons, parce que là, nous essayons de sortir. Donc espérons, moi ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est est-ce que dans 2-3 mois, réellement il y aura des effets à la suite de ces déclarations. Espérons que cette visite d'État serve à quelque chose. Je rappelle simplement aussi quand même que la France délivre, le Maroc est la première nationalité pour laquelle la France délivre des titres de séjour, puisqu'on en a délivré 36 000 aux Marocains sur l'an dernier pour l'année 2023. 2023. Amin El-Khatmi. Ça supposerait, ce que vient de dire Louis, que le président de la République fasse preuve de constance. Or, ce n'est pas le trait de caractère qui m'a le plus marqué chez lui depuis qu'il est à la tête du pays. Et en l'occurrence sur les questions diplomatiques comme sur les affaires intérieures. Donc effectivement, ça a commencé par une immense brouille avec le Maroc et avec le tapis rouge déroulé de manière ostentatoire vis-à-vis de l'Algérie. Et puis là, on a un changement de cap. Et puis l'Emmanuel Macron d'aujourd'hui n'est peut-être pas le même que celui qui, dans 3 semaines, dira le contraire de ce qu'il a affirmé. Donc je fais preuve, disons, de prudence. Très bien. Alors, Vincent Roy. Attendez, que ça soit pour l'Algérie ou que ça soit pour le Maroc, M. Retailleau avait dit qu'il voulait quand même que l'on rééquilibrât le nombre de visas compte tenu du nombre de laissez-passer consulaires. Or, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais on voit bien que ça va être très difficile dans un cas comme dans l'autre de retrouver un brin d'équivalent. Enfin, évidemment, on peut pas avoir le même nombre de visas que je pense que pour l'Algérie, c'est foutu. Ça a toujours été foutu. L'Algérie, c'est foutu. Mais pas toujours foutu tant qu'on sur le Maroc. Mais pour le Maroc, moi, je pense que quelque chose. C'est le fonds de commerce des dirigeants algériens de taper sur la France. Les choses peuvent peut-être s'arranger, mais ça risque d'abord d'être assez long. Et puis 2, comme le disait tout à l'heure Florian, il faudrait que ce soit un certain nombre d'individus à chaque fois, par exemple, un certain nombre de QTF. C'est ce qui se passe aujourd'hui. 10, 20 ou 30, vous expliquiez ça très bien tout à l'heure. Donc ça veut dire que le Maroc, d'une certaine manière, impose ses conditions.
Au bout d'un moment, moi je trouve ça très bien qu'on discute. On dit d'ailleurs ça n'a pas marché pour ce qui est de l'Algérie puisqu'on a discuté puis ça n'a, parce qu'Emmanuel Macron a quand même beaucoup discuté. Non mais c'est pas la même histoire. Le Maroc c'était un protectorat. On va pas se donner là. Le départ des non mais le problème c'est qu'à chaque fois c'est pas la même histoire. À chaque fois c'est le même problème. Simplement on n'arrive pas à grand chose. On n'a pas de résultat. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, il faut toujours se souvenir cette phrase de Gaulle, les pays n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des intérêts. Voilà. Et à un moment donné, si effectivement on veut augmenter le nombre d'expulsions à destination de la Tunisie, à destination de l'Algérie, à destination du Maroc, il faut engager un bras de fer avec ces pays-là. C'est ce que je le problème, c'est est-ce que nous avons cette volonté d'engager un bras de fer avec ces pays-là? Il n'y a pas que la volonté, Florian, il y a la capacité à le tenir. Il y a la capacité, par exemple, pour ne prendre que l'Algérie. Allez, on avance parce L'Algérie, en ce moment, compte tenu de ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, du fait qu'on a coupé le gaz russe, on peut comprendre. Mais on s'est retourné du côté de l'Algérie. On a demandé aux Algériens d'augmenter massivement leur envoi de gaz vers notre pays. Le petit sujet qui gratte. Le poil à gratter de cette visite qui, pour l'instant, est extrêmement réussie. Si les contrats sont signés et honorés, moi je dis chapeau. Et c'est extrêmement important que cette réconciliation franco-marocaine ait lieu. Après, il y a le petit poil à gratter. C'est la présence parmi cette grande délégation de Yacine Bellatar, un humoriste franco-marocain qui a déjà été condamné. Cette image, peut-être que j'explique pour nos auditeurs, de lui avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, interpelle. On va écouter les raisons de sa présence avec Gauthier Lebret. Gauthier, expliquez-nous. Il n'était pas annoncé dans la délégation officielle des 122 invités du chef de l'État pour sa visite de 3 jours au Maroc, mais pourtant, il est bel et bien sur place. Yacine Bellatar, humoriste de profession, proche du collectif contre l'islamophobie, le CCIF, dissous par Gérald Darmanin, et proche d'Emmanuel Macron, donc. Mais l'Élysée avait caché sa venue en ne le mettant pas sur la liste des invités. Une liste non exhaustive, se justifie l'Élysée. Pourtant, il y avait bel et bien 122 invitations sur cette liste. Et donc, comme par magie, hier soir, une nouvelle liste a été envoyée à la presse où on voit le nom de Yacine Bellatar y figurer. Une autre image qui a choqué, c'est celle de la grande proximité entre Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, et Yacine Bellatar. Et là, l'entourage du ministre le jure. Il ne connaissait pas Yacine Bellatar. Je cite, le ministre ne le connaît pas. Au regard de sa tenue, d'ailleurs, il l'a pris pour un technicien. Bellatar attendait le cortège et est venu le féliciter de son passage sur France 2. Fin de citation. Je rappelle que Yacine Bellatar a été condamné récemment pour menace de mort. Merci Gauthier Lebret. Rachel Kahn, c'était l'invité surprise? L'invité mystère? Ah oui, je suis étonnée parce que pour quelqu'un qui se revendique tirailleur sénégalais, au devant de la scène, c'est-à-dire vraiment au premier front, notamment des banlieues, de ces messages victimaires, identitaires et de ces replis, de se retrouver caché, pas sur la liste, c'est quand même il était dans la deuxième liste. Un désaveu, voilà. Non, mais après, il n'y a qu'une seule liste. Après, bon, c'est un peu le cirque là. Parce que dans une diplomatie, dans une délégation comme ça, diplomatique, en plus pour essayer d'entretenir des relations importantes avec le Maroc, chaque présence renvoie un message. Et chaque absence aussi, par ailleurs. Oui, absolument. Donc là, on est dans cette victimocratie qui permet d'avoir un siège dans l'avion présidentiel. Je trouve ça dommage, vraiment dommage, quand on regarde en plus la liste de la délégation qui est plutôt belle, quand on pense aussi au Maroc, qui a fait énormément au niveau des droits fondamentaux, au niveau de la lutte contre l'antisémitisme, qui a protégé les Juifs marocains pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a refusé que les Juifs soient livrés au régime de Vichy. Et ça, c'était le grand-père donc du roi actuel, Mohamed V. Je trouve ça assez fâcheux. Sabrina Medjeber. Oui, je suis d'accord avec Rachel, d'autant qu'il y a une violence dans le symbolique, en réalité, puisqu'il s'agit quand même d'un voyage du président de la République avec un protocole qui a été soumis. De voir que le peuple marocain, les institutionnels marocains, la royauté marocaine se sont préparés à cet événement qui est un événement de chaleur de relations à nouveau, voit ce personnage qui est plus que sulfureux, qui est controversé, qui est condamné à 4 mois de sursis récemment, qui a
œuvré aux côtés des frères musulmans, qui s'en est largement vanté sur les réseaux sociaux, qui avait appelé, qui avait indiqué qu'il n'était pas Charlie, qu'il n'était pas Nice. Gauthier le rappelait tout à l'heure, qui a marché bras dessus bras dessous avec les ex-membres du feu CCIF, qui refuse l'assimilation, qui d'ailleurs ne se considère même pas comme un citoyen franco-marocain. Moi, je me souviens d'un débat avec Éric Zemmour où il disait qu'il était citoyen du monde. Donc, tu vois, il est même pas finalement ancré dans une espèce d'identité marocaine qu'il souhaiterait revendiquer. Donc, moi, je trouve que c'est littéralement une honte. Et je souligne encore une fois ce qui m'a, ce qui m'a choqué. Je considère ça comme une offense, vraiment, moi, je pense pour le peuple marocain, pour les Français d'origine marocaine ici, qui se tiennent parfaitement à carreau, qui respectent les codes, les standards culturels, qui respectent notre pays. Je trouve que présenter un personnage comme M. Bellatar, c'est une honte. Amine El-Khatmi, et après je passe la parole à Vincent. Amine, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'ai trouvé ça terriblement humiliant, en fait. J'ai trouvé ça d'abord humiliant pour le peuple marocain. Il y avait des milliers de Marocains dans les rues de Rabat hier pour souhaiter la bienvenue au président de la République. C'est un grand peuple d'un grand pays qui ne mérite pas d'être traité avec autant de désinvolture, de légèreté, de vulgarité. Je trouvais ça humiliant pour les millions de franco-marocains. Vous savez, nos parents sont arrivés dans les années 80. C'était pas facile, le déracinement, quitter les siens, arriver dans un pays dont vous ne maîtrisez pas la langue, où vous ne connaissez personne, une vie à reconstruire en partant de rien. Ils se sont battus pour que ma génération, leurs enfants, prennent leur place dans la société, en étant pleinement français et sans rien renier du lien qui nous lie à l'autre rive de la Méditerranée. Et ça n'a pas réussi pour tout le monde, mais ça a réussi pour beaucoup. Et ma propre génération se bat aujourd'hui pour dire à des adolescents, ou parfois même à des enfants, vous êtes pleinement vous aussi français. Battez-vous, rejetez les discours victimaires, n'écoutez pas ceux qui vous expliquent que votre place n'est pas dans ce pays. Et donc, plutôt que d'aller chercher des modèles de réussite, et je ne parle pas de moi, il y en a des milliers d'autres, on va chercher le contre-modèle absolu. Ouais. Un homme qui vient serrer la main d'un monarque débraillé, habillé comme on s'habille pour acheter son sandwich le dimanche après-midi parce qu'on n'a pas envie de cuisiner. Un homme qui a été condamné pour des menaces de mort. Un homme qui a ferraillé en soutien aux islamistes. Et le message envoyé à ces jeunes et à ces millions de franco-marocains, c'est quoi? C'est dire, on met en valeur quelqu'un qui va vous représenter. Et donc celui qui vous représente, c'est Yacine Bellatar. Et enfin, j'ai trouvé ça humiliant pour les Français. Parce que, pardon, mais Emmanuel Macron, il ne se rabaisse pas que lui-même en faisant ce qu'il fait. En acceptant qu'un homme pareil l'accompagne, il rabaisse aussi une fonction qu'il ne fait qu'occuper. Il n'est que le représentant, certes légitime, mais représentant temporaire d'un peuple qui a une histoire, d'un pays qui a une image à défendre. Et donc il ne peut pas rabaisser cette image et des millions de Français en faisant ce qu'il a commis hier. Vraiment, j'ai trouvé ça humiliant. Voilà, le cri du cœur d'Amine El-Khatmi. Le dernier mot, Vincent. Oui, il faudrait essayer de comprendre quelle image Emmanuel Macron veut renvoyer de lui-même en prenant dans ses bagages, si j'ose dire, le porte-flamme du refus de l'assimilation et l'une des figures du séparatisme. Que nous dit-il? Il nous dit... Alors vous m'avez tout à l'heure dit, c'est de la provocation. Mais de la provocation dans quel but? Il dit, je fais ce que je veux, j'emmène qui je veux, mais je fais ce que je suis le président de la République. Eh bien, écoutez, vous n'avez pas à me dicter ma conduite. Alors, ce que je pense qu'il te dit, c'est tout. Voilà. Dans ce cas-là, on revient à ce que je vous disais dans la première partie. C'est de la provocation vraiment pour rien, c'est très vulgaire et c'est l'œuvre d'un Jupiter au petit pied. Bon, après, quand on veut un cessez-le-feu, quand on veut la désescalade, on évite d'inviter quelqu'un qui est condamné pour menace de mort. 18h40, on se retrouve en direct en Punchline sur CNews et sur Europe 1. Emmanuel Macron a évoqué la question de l'antisémitisme. Il a évoqué aussi Israël lors de ses prises de parole aujourd'hui au Maroc. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit qu'il fallait s'engager pour une lutte sans faille contre l'antisémitisme. Écoutez-le. Vous connaissez aussi notre engagement sans faille à lutter contre l'antisémitisme en France et partout dans le monde. Cet engagement est irréductible. Et je le dis dans un temps
où les actes antisémites, tout particulièrement ces dernières années, ont refait surface et partout pullulent. Voilà, pour Emmanuel Macron, Rachel Kahn, alors il met le point sur l'antisémitisme, il est aussi revenu sur le mot de barbarie. Et là, il a évoqué le mot barbarie à propos des attaques du 7 octobre. On se souvient que la semaine dernière, il avait employé le mot barbarie pour qualifier les actions de l'armée israélienne. On a le sentiment qu'il veut peut-être faire amende honorable et remettre l'église au centre du village. Oui, autant pour les Français, l'ensemble des Français, et en particulier les Français qui vivent en Israël, mais aussi les Français juifs qui vivent ici, et puis aussi pour la communauté marocaine aussi, qui est très liée avec Israël, et qui, lorsqu'elle entend le mot barbarie, ne pense pas forcément aux Israéliens, mais plutôt aux terroristes. Bien sûr. Amine El-Khatmi, quand vous entendez le président dire que cette lutte c'était irréductible contre l'antisémitisme, qu'est-ce que ça vous évoque? Ne soyez pas énervé. Oui, je vous sens très... Non, parce que moi, je l'ai été aussi, je me suis calmée. Je me contiens. Oui. Non, mais encore une fois, son engagement, il n'a pas été sans faille sur ce sujet, je suis désolé. Quand on vient de parler de M. Bellatar, quand on renonce à venir manifester après avoir pris l'avis de M. Bellatar qui explique que si le président de la République va manifester contre l'antisémitisme, ça va mettre le feu aux banlieues, ce n'est pas la démonstration d'un engagement sans faille. Et donc, il devrait éviter de dire ça au Maroc, où vous avez raison, il y a un lien très fort entre les Juifs et le Maroc. Vous savez, j'étais à Tel Aviv quelques jours après le 7 octobre, fin octobre. Et nous étions avec la délégation dans un hôtel où se trouvaient des Israéliens du Sud qui avaient fui les kibboutz et que le gouvernement israélien logeait dans un hôtel de Tel Aviv. Et Elisabeth Lévy était là, elle pourra confirmer ce que je vous raconte là, elle était à côté de moi. Se trouve une vieille dame à la table d'à côté qui parle français et je me rapproche d'elle. On commence à discuter, je lui dis « Vous venez d'où ?» Elle était avec sa fille et sa petite-fille. Et je pensais qu'elle allait me dire de Sderot, d'Ofakim, de Niroz. Elle me dit « Je suis de Casablanca. » Et je lui dis « Mais ça fait combien d'années que vous avez quitté le Maroc ?» Elle me dit « Ça fait 50 ans. » C'est pour vous dire la force du lien. 50 ans après, quand quelqu'un lui disait « Vous êtes d'où, madame ?» elle ne vous répondait pas du nom de la localité d'où elle venait en Israël. Et elle vous répond dans un arabe parfait « Anam Darbeda ». Je suis de Casablanca. C'est dire la force, et vous l'avez rappelé, y compris l'histoire avec Mohamed V, du lien qui unit les Juifs au peuple marocain. Et donc, on aimerait peut-être qu'en France, les messages soient un peu plus constants et plus forts. Un peu plus clairs aussi. Oui. Mais comment voulez-vous que la parole présidentielle soit crédible à un moment ou à un autre? Effectivement, c'est la parole que l'on peut prononcer dès lors que précisément on a manifesté contre l'antisémitisme. Lorsqu'on dit maintenant la lutte contre l'antisémitisme est totale chez nous, vous ne pouvez pas l'entendre. C'est vraiment quelqu'un qui aura démonétisé sa propre parole. Pour moi, il n'est plus lisible. Alors j'ai bien compris que selon les circonstances, il s'adaptait. J'ai bien compris qu'il faisait de la communication. J'ai bien compris aussi qu'il n'avait pas vraiment, et je le répète, de colonne vertébrale. Et pour moi, ça n'est pas entendable. Florian Tardif, vous avez une explication. Est-ce qu'il a voulu remettre les pendules à l'heure ou pas? Non, je l'expliquais tout à l'heure. Je pense qu'il a une conviction intime qu'il ensuite... fait évoluer. Fait évoluer, qu'il présente d'une manière différente en fonction de l'auditoire qu'il a face à lui. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il est au Maroc, donc il tient ces mots-là. S'il était ensuite, je ne sais pas, en Arabie Saoudite, il tiendrait peut-être un tout autre discours, tout en ayant une conviction peut-être parfois personnelle différente du discours qu'il tient. Donc c'est pour ça que parfois, sur ces plateaux, on a du mal à le suivre. On a du mal à suivre le président de la République en pensant qu'il a infléchi sa position, alors qu'en fait, il n'a pas infléchi sa position. Il a infléchi son discours en fonction de l'auditoire, tout simplement parce qu'il souhaite plaire
à celui qui l'écoute. Vous avez vu la tenue des parlementaires. Vous avez vu la tenue des parlementaires marocains. Visiblement, il n'y a pas de Sébastien Delogu et de Louis Boyard à Rabat qui s'ils avaient entendu le même discours, se seraient mis à hurler avec Madame Soudé et toute la bande. Là, manifestement, au Maroc, il y a encore des députés qui ont une certaine conception de leur mandat. Ça, c'est fait. Oui. Non, simplement, je pense que c'est pas une question d'auditoire. Je pense que c'est une question de diaspora et de nombre de personnes d'origine algérienne qui sont présentes en France. Je pense que Emmanuel Macron vise simplement les élections, les siennes peut-être pas, mais parce que de toute façon elles ne pourront plus être actées, mais celles peut-être de son parti. Et je pense que c'est un calcul simplement clientélaire. Il va au Maroc, il s'adresse aux Marocains, il parle aux Français. Il sait qu'il y a une diaspora bien plus importante de franco-algériens que de franco-marocains. Donc il joue sur la faille idéologique. L'Algérie ne reconnaît pas, par exemple, la judéité algérienne. Récemment, il y a eu un salon du livre, une écrivaine a été censurée parce qu'elle présentait un livre, un livre qui parlait justement qui traite de la question juive berbère. Donc l'Algérie est un pays qui est clairement antisémite. C'est l'État algérien est clairement antisémite. Donc je pense qu'Emmanuel Macron joue des coudes avec les deux diasporas et adapte son discours en fonction du nombre de Français issus de la diaspora algérienne ou marocaine. Sur la culture juive au Maroc, qui reconnaît cette culture et l'apport que cette culture a eu pour le Maroc. Et le roi actuel a demandé à ce que l'ensemble des synagogues soient rénovées et pour qu'elles puissent tenir debout. Donc ça, c'est déjà un point très important. Ensuite, je pense qu'on essaie de comprendre Emmanuel Macron. Mais en fait, vous savez, c'est pas un problème de compréhension aujourd'hui, c'est un problème de confiance. Parce que, en fait, quelqu'un qu'on ne comprend pas et en qui on a confiance, on est prêt à se battre pour lui. Le problème, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Quand on n'a plus confiance, c'est un peu cassé. Dernier mot, Louis Dragnel. Après, Rachel a raison. Moi, je crois surtout que c'est assez basique. Emmanuel Macron, je rejoins ce que disait Florian Tardif, a toujours pensé à peu près la même chose. Parfois, il adapte un tout petit peu les mots. Là, pourquoi il le fait ? Parce qu'il est dans un pays qui mène une lutte implacable contre le terroriste islamique dans son propre pays. Pourquoi ? Parce que le roi du Maroc est commandeur des croyants. Et donc, ça représente une menace politique pour le roi lui-même. Et c'est vrai que le Maroc a toujours été très ouvert, très bienveillant, avec d'ailleurs toutes les religions. Les catholiques, aujourd'hui, vivent très bien au Maroc. Les juifs, il y en a hélas de moins en moins, mais globalement, ils sont très très bien accueillis au Maroc. Et donc, il ne pouvait pas dire autrement, puisque je pense qu'il aurait choqué les Marocains. Et puis, je rappelle simplement... Mais vous ne pensez pas quand même qu'il veut rectifier le tir par rapport à la semaine dernière ? Pas du tout. Quand même, quand il dit on ne lutte pas pour une civilisation, on se même la barbarie. De presse, si vous l'interrogez, vous l'interrogez comme ça, une conférence de presse, et il vous dira, regardez, à mon discours à Rabat, j'ai dit ça. Et voilà, il y a quand même aussi une spécificité marocaine aussi. Il y a des liens sécuritaires très forts entre le Maroc et Israël. Et je pense qu'Emmanuel Macron, à l'occasion de cette visite, ne veut pas créer une brouille diplomatique entre le Maroc et Israël. Normalement, quand vous êtes invité chez des gens, vous ne créez pas un scandale et vous essayez de préserver les intérêts de ce pays. Dans la délégation, on a Monsieur Darmon, enfin, je veux dire, c'est aussi Madame Azoulay, François-Marie Bagné. Exactement. Enfin, il y a beaucoup de. Voilà, donc il y a aussi un symbole. Je suis assez d'accord avec Laurence sur le fait que. Moi, je pense qu'il a voulu un tout petit peu. Parce que le mot qu'il a employé la semaine dernière, la barbarie, a été vraiment extrêmement blessant, violent pour toute la communauté. Et je pense qu'il a quand même un tout petit peu voulu rectifier le tir par ses propos.